Bien. Donc, je termine. Donc, on a dit que le type de solution, il peut être infini si le problème est non borné et il peut être fini si le problème est borné. Et bien sûr, son domaine de réalisable est un polyèdre. Donc, s'il est borné, c'est sûr que la solution, elle est là et elle est, c'est-à-dire c'est le sommet du polyèdre. Ça peut être une ou plusieurs solutions selon le calcul. Donc, vous voyez, par exemple, ce cas-là, cet exemple-là, le nombre de solutions, l'espace de recherche, il est borné. Vous voyez, c'est un polyèdre qui a des extrémums. Donc, la solution, ça peut être un ou plusieurs extrémums selon le calcul. S'il y a plusieurs points qui nous donnent la même fonction objectif, donc on a plusieurs solutions. Bien. Donc, on va passer maintenant, après avoir, avant de passer à l'exemple, on va parler de la convergence de l'algorithme, puisque c'est un algorithme qui est, c'est-à-dire déterministe, et il est convergent. On va parler de sa convergence et de l'initialisation du simplex. Donc, théorème de la convergence de l'algorithme, sous l'hypothèse de la non-dégénérescence, que je vais expliquer par la suite en détail. Donc, sous l'hypothèse de la non-dégénérescence, c'est-à-dire on a un problème borné, l'algorithme du simplex converge en un nombre fini d'itérations. Donc, si le domaine de solution est borné, l'algorithme du simplex, c'est sûr qu'il converge en un nombre fini d'itérations. Donc, le nombre, il est fini. Vous voyez bien. En pratique, la convergence résulte du fait qu'il y a un nombre fini de bases et que le changement de base entraîne toujours une augmentation de z, c'est-à-dire qu'il y a la fonction objective, puisqu'on a une maximisation. Donc, la convergence, elle démontre le principe du simplex qu'on a déjà c'est-à-dire expliqué. Le principe qui dit que la résolution du problème, c'est la détermination d'un certain nombre de bases, de solutions de base, qui vont entraîner l'augmentation, dans chaque itération, ils vont entraîner l'augmentation de la fonction objectif. Donc la solution, bon, puisque c'est un problème itératif, c'est sûr qu'on a besoin d'une solution initiale. Donc la solution initiale, selon, c'est-à-dire qu'on peut prendre d'une façon générale, est l'origine. C'est-à-dire on va supposer x égale à 0. On va partir de l'origine du polyèdre, le point x égale à 0, y égale à 0. Dans le cas de n égale à 2, n dimension 2. Donc la solution initiale est l'origine du repère, c'est-à-dire les différentes coordonnées du vecteur x sont égales à 0. Bien. Donc, je donne ici un petit exemple ou bien la solution graphique du problème linéaire. Je prends un exemple ici, on a une maximisation avec la fonction f de x égale 33 sans x plus 500y sous trois contraintes qui sont x plus y inférieur ou égal à 150, x plus 3y inférieur ou égal à 210 et 3y inférieur ou égal à 180. Avec les contraintes de positivité, ça veut dire le x et le y sont supérieurs ou égal à 0. Donc, on les appelle contraintes de positivité ou bien contraintes de non-négativité. Vous voyez que la terminologie elle est importante parce que selon c'est-à-dire les références bibliographiques, on peut avoir telle ou telle nomination. Bien. Donc, pour tracer le polyèdre ou bien le domaine réalisable de ce PL, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le domaine des solutions de chaque contrainte. Puisque les contraintes sont linéaires, automatiquement, ça va être des droites ou bien des facettes ou bien des arêtes selon la dimension. Donc, puisqu'on est dans deux dimensions, x et y, donc on est dans deux dimensions, donc le domaine de solution de chaque contrainte est une droite. L'espace qui vient sous la droite, parce qu'on a inférieur ou égal. Donc, pour obtenir ce polyèdre, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la droite x plus y égale à 150. Donc, on trace ici, c'est cette droite-là, d'accord? Cette droite-là, x plus y égale à 150. La deuxième droite, c'est cette droite-là, c'est x plus 3y égale à 210, la deuxième contrainte. Et la deuxième contrainte, la troisième contrainte, 3y inférieur ou égal à 180, donc c'est cette droite-là, vous voyez, 3x égale à 180. Et puis, tout cet espace-là qui est, c'est-à-dire coloré, en rose, c'est le polyèdre et c'est l'espace de recherche, ou bien le domaine de recherche, ou bien le domaine de solution. Parce que pourquoi? C'est l'intersection des domaines de chaque contrainte. Ici, la contrainte, c'est inférieur ou égal. Donc, c'est l'espace, par exemple, pour x plus y égale à 150, c'est-à-dire cette droite-là. Je prends toutes les valeurs qui sont inférieures à la droite. Avec l'intersection de toutes les valeurs qui sont inférieures à 210 et toutes les valeurs qui sont inférieures, bon, c'est-à-dire à la droite
x plus 3y égale 210, et aussi toutes les valeurs qui viennent au-dessous de la droite, ici, 3y égale 180. Donc ça nous donne plus bien sûr les axes des contraintes de positivité, ici x supérieur égale 0 et y supérieur égale 0. Donc on obtient cette intersection-là qui graphiquement nous donne un polyèdre, c'est-à-dire ou bien polytope. Donc on a ici polyèdre, c'est mieux parce qu'on a des facettes, c'est polyèdre, c'est plus juste. Donc on a ici ce polyèdre avec ses extrémums. On a l'extrémum origine qui est 0, x sont égales à 0. On a cet extrémum là, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? A, B, C, D et l'origine O. Donc les extrémums de ce polyèdre, ils vont à ce niveau-là, ils vont être des solutions, c'est-à-dire notre solution c'est un ou plusieurs extrémums, bien sûr selon le calcul. Pourquoi je dis un ou plusieurs? S'il y a un seul, c'est-à-dire si plusieurs extrémums nous donnent la même valeur maximale, donc c'est des solutions. Si un seul extrémum maximise la valeur objective, donc on a une seule solution. Et on est sûr ici qu'on a une solution finie parce que notre domaine de recherche, il est borné. Vous voyez, il est borné. Parce que pour avoir un espace de recherche non borné, donc on a une infinité de solutions. Bien. Donc, pour mieux comprendre notre méthode de simplex, bien sûr, je vais appliquer la variante du simplex qui est la méthode des deux tableaux ou bien la méthode du pivot de Gauss, parce qu'on va travailler avec le pivot. Je vais prendre un exemple réel. Je pars de la modélisation jusqu'à le calcul. D'accord? Donc ici, on a un problème de planification. C'est un problème réel. Je vais le modéliser. Son modèle va être un problème linéaire. Je vais transformer ce problème linéaire en forme standard pour appliquer par la suite l'algorithme du simplex. Donc, l'énoncé du problème réel est la suivante. On a 3 usines. Usine 1, usine 2 et usine 3. Qui fabriquent 2 types de produits, le produit 1 et le produit 2. Bien. Donc, il y a des contraintes. Quelles sont ces contraintes-là? C'est-à-dire les contraintes de production. Et sont les suivantes. Chaque usine a une capacité de production. Bien sûr, c'est-à-dire la capacité ici, c'est-à-dire l'unité de mesure, c'est par semaine. Bien. Et aussi, c'est-à-dire sa production, c'est dans le but d'avoir un profit, de maximiser son profit. D'accord? Donc le profit, l'unité de mesure, c'est lot des produits, c'est-à-dire c'est lot par semaine. Donc un lot, c'est-à-dire l'unité de mesure lot veut dire 20 unités du produit. Donc si on a 20 unités de produit 1, c'est un lot du produit 1. Si on a 20 unités de produit 2, donc c'est un lot du produit 2. Bien, comme par exemple la production, un petit exemple, lorsqu'on utilise des unités autres que l'unité, c'est-à-dire des unités de mesure autres que l'unité, par exemple la production de l'eau minérale, au lieu de travailler, de concevoir des applications en parlant d'une unité qui est la bouteille, on parle de fardeau d'eau minérale. Le fardeau, il contient 6 unités. Ici, non. Ici, le lot contient 20 unités. Bien. Donc, le tableau suivant nous donne les différentes contraintes de production. Donc, chaque usine, elle produit c'est-à-dire pour le produit 1, il a la production par lot par semaine. Et pour la première colonne, ça concerne le produit 1, la deuxième, le produit 2, et la troisième colonne, ça concerne les capacités de production de chaque usine. Bien sûr, lot par semaine. Et la dernière ligne nous donne le profit de production, c'est-à-dire produire, c'est-à-dire le profit de production du produit 1, bien sûr, par lot et bien sûr par milliers de dollars est donné dans la dernière ligne. Donc ici par exemple, comment je lis ce tableau? L'usine A produit le produit 1 lot par semaine, c'est-à-dire c'est la capacité, c'est-à-dire c'est le taux de production. On a un lot par semaine. Pour le produit 2, l'usine 1 ne produit pas le type produit 2. La capacité de production de l'usine 1, c'est 4 lots par semaine. Pour l'usine 2, elle ne produit pas le type produit 1, mais elle produit le produit 2, c'est 2 lots par semaine. Elle ne doit pas dépasser les 12 lots par semaine, c'est sa capacité. Il ne faut pas dépasser la capacité de production de chaque usine. C'est les contraintes de la production réelle. Pour l'usine 3, elle produit 3 lots par semaine pour le produit 1 et 2 lots par semaine pour le produit 2. Sa capacité de production ne doit pas dépasser 18 lots par semaine.
Pour le profit de la production du produit 1, c'est 3 milliers de dollars par lot, c'est 3 000. Donc là, pour simplifier le calcul, on a pris comme unité de mesure milliers de dollars. Donc 3, ça veut dire 3 000 de dollars. Et ici, c'est pour le produit 2, la production d'un lot de ce produit nous donne un profit de 5 000 dollars. Bien, donc la problématique ou bien la question posée ou bien le souci du fabricant